vous évoquez des problèmes de balkanisation. J'ouvre une parenthèse là-dessus. Vous qui êtes de l'Est de la République, qui y avez suffisamment et de la famille et des attaches là-bas, est-ce que vous pensez que cette menace de balkanisation est sérieuse? J'entends ça partout de Tshisekedi. On parlera peut-être de Martin Fayulu. Encore hier, Martin Fayulu a dit que la menace de balkanisation n'est plus lointaine. Elle est très proche. Est-ce que vous croyez que c'est un fantasme ou que le Congo risque véritablement une balkanisation dans sa partie Est? C'est un fantasme. Je vais le dire tout de suite. Le Congo ne sera pas balkanisé. Ce n'est pas une menace. Non, c'est un fantasme. C'est faux ça. Je vais vous dire une chose. Si vous regardez les histoires de balkanisation dans différents pays, dans les Balkans par exemple, ou dans l'ex-Union soviétique, ou le Soudan qui est plus proche de nous, vous allez remarquer que le point commun de toutes ces balkanisations, c'est que les populations des pays qui se sont balkanisés étaient d'accord avec ça. À l'est de la RDC, la population congolaise de l'est de la RDC n'est pas d'accord pour la balkanisation. Mais on parle des Tutsilandi, justement. Non, mais ils représentent combien de pourcents? Les Banyamulenge voudraient bien avoir leur point, créer leur Tutsiland. Ils représentent combien? Si vous prenez les territoires aujourd'hui occupés par les M23, à peu près, grosso modo, 10 millions d'habitants, hein, le nord, le sud et tout ça, mais dans les 10 millions de Congolais, il y a combien de Tutsis dans ça? Il n'y en a pas beaucoup. La population, si la population de l'Est de la RDC était d'accord pour la balkanisation, elle aurait déjà eu lieu depuis longtemps. Mais les peuples là-bas ne veulent pas ça. La population ne veut pas ça. C'est pour ça que nous ne comprenons pas la décision du gouvernement de priver les gens de ne pas accéder à leur épargne. Parce que la population de l'Est du Congo ne veut pas la balkanisation. On ne veut pas de ça. D'ailleurs, quand j'entends que le président, l'ancien président Kabila est venu là-bas pour balkaniser, mais attendez, soyons sérieux. Lui, il a travaillé toute sa vie à essayer de réunifier ces pays. C'est aujourd'hui qu'il va venir pour balkaniser ça? Ça n'a aucun sens. Le Congolais vous regarde de cette caméra. Vous, Machari, Dynamique Machari qui plus, ressortissant de l'Est de la République, vous nous affirmez, parce qu'on nous claironne tous les jours ici, on nous chante tous les jours ici que le Rwanda veut envahir le Congo, que le Rwanda veut couper le Congo, qu'on veut... Vous rassurez les Congolais pour vous que c'est du fantasme et que c'est du montage, il n'y a pas risque de balkanisation du pays. Je sais que je serai insulté après cette émission. Je serai insulté, je sais ça. Mais je peux vous dire très sincèrement, je ne crois pas à la balkanisation. Je ne crois pas à ça. Parce que ça ne peut pas se faire tant que nous, les gens de l'Est, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Je vais vous donner un exemple qui peut peut-être vous mettre la puce à l'oreille. Quand vous regardez toutes ces rébellions-là qui viennent depuis Laurent Désiré Kabila, toutes ces rébellions cherchent toujours à avoir un Bantou à leur tête. Et quand on a essayé de faire ça sans qu'il y ait un Bantou à leur tête, Moutebous et Kunda, ça n'a pas marché. On les a chassés tout de suite. La population ne veut pas ça. La population, il y a des gens qui vont dire, écoutez, la population n'a rien à dire. Non, c'est faux ça. La population de l'Est de la RDC, les Babembe, les Bashi, les Bavira, les Bafuleo, ils ne sont pas d'accord avec l'idée de balkanisation. Ils aiment le Congo. Ils aiment le Congo. Ils aiment l'unité. Tout à fait. C'est ça. Ils ne veulent pas ça et ça ne va pas se faire. Ça, ce sont les gens qui veulent faire. Enfin, c'est un épouvantail, hein. On va essayer toujours de... Oui, balkanisation. Mais la population doit être d'accord d'abord. Donc, quand Martin Fayulu nous dit que le risque de balkanisation qui était lointain hier est si proche aujourd'hui, vous n'y croyez non, même pas. Pas du tout. Fayulu est en train de nous mentir. Pas du tout. Pas du tout. Parce que nous sommes de là. C'est nous qui disons que bon, si, moi je vous dis ici, je viens de vous dire ici, il y a des éléments qui peuvent créer la balkanisation. Je pense que vous, dans vos archives, vous allez voir ça. Lorsque des swahiliphones, lorsque les swahiliphones sont pourchassés dans certaines rues, je ne sais pas dans toutes les rues, mais dans certaines rues de Kinshasa, lorsqu'un membre d'ensemble est tabassé à Boutima ou je ne sais pas à Kananga, ce genre de choses-là, ça peut créer la balkanisation. Lorsque les présidents... Aujourd'hui, les généraux swahiliphones, pour la plupart, sont aux arrêts. Hein. Ça a été... Ils meurent dans les cachots. Ce n'est pas ça qui va balkaniser. Et ce n'est pas ça qui va... Et même ça, monsieur Loara, si ça devait être le cas, ce ne serait pas du fait de la population de l'Est, ce serait du fait du pouvoir. C'est le pouvoir qui met les gens en prison. Ce n'est pas la population de l'Est qui met les gens en prison, c'est le pouvoir. Si demain, si le pouvoir cherchait à balkaniser les pays en faisant ça, en déconnectant les gens de leurs épargnes, en s'en prenant à Kabila, Moïse Katumbi, Matata, Daniel Moulunda, Mouyeji, tous ces gens-là,
bien sûr, que ça peut créer des réflexes et des replis identitaires. Mais la population congolaise de l'Est de la RDC n'est pas pour la balkanisation. Vous pensez que le président Tshisekedi a un problème avec les swahiliphones? Je pense qu'il doit en avoir parce que quand il fait ça... C'est une chasse contre les swahiliphones, oui, le régime a lancé. On les voit, hein, parce que quand il s'en prend à Matata, il s'en prend... Nous disons ceci. Même... On a quand même volé 200 millions selon la justice, non? Quand Alonso, c'est quand même plus de 200 millions, non? Ce qui est volé chaque jour, hein. Quand vous parlez des ramets, de tout ça, on ne sait pas où est-ce que... Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, M. Loara, aujourd'hui, et vos auditeurs doivent le savoir, le pays a besoin d'apaisement. Il faut apaiser les esprits. Si le président Tshisekedi est sage, il doit penser à apaiser les esprits. Il faut apaiser les esprits. Il faut rassembler. Vous ne pouvez pas faire la guerre à un pays étranger si vous n'êtes pas unis à l'intérieur. Nous devons être rassemblés. Même quand on nous parle d'ennemis de l'extérieur, les Rwandais, l'Ouganda et tout ça. Mais comment nous allons les battre si nous ne sommes pas unis à l'intérieur? Nous devons être unis. Le pays a besoin d'être unis, d'être rassemblés. C'est ça dont nous avons besoin. Et à partir de ce moment-là, on peut affronter l'extérieur. Mais si nous sommes désunis en interne, nous ne pouvons pas combattre le Rwanda ou le Burundi ou je ne sais pas quel autre pays. Alors, dans la foulée de tout ça, balkanisation, oui ou non, le président Kabila est arrivé, mais non quoi, 2-3 semaines à Goma. Ça a créé énormément de problèmes. Le président Tshisekedi avait déjà commencé à nous rappeler que le vrai chef du M23, c'est le président Kabila. Vous, comme Machariki, est-ce que vous comprenez que Kabila, qui a dirigé le pays pendant 18 ans, soit aujourd'hui à la tête d'un mouvement qui fait couler les sangs et qui est le supplétif du Rwanda? Je ne crois pas que Kabila soit à la tête d'un mouvement criminel et tout ça. Je ne crois pas à ça. Je pense que c'est une manière juste d'essayer de les disqualifier, tout ça. Parce que cette guerre-là, elle a commencé, Kabila était en train de faire des études en Afrique du Sud, en 2022. Kabila n'était pas en RDC lorsque Tshisekedi a fait venir les gens du M23 pour discuter pendant 14 mois. Kabila n'était pas en RDC. Moi, je ne suis pas porte-parole de Kabila. Mais j'ai dit ce que je vois. Alors, maintenant que le président Tshisekedi est en difficulté, il essaie toujours, comme son habitude, chercher toujours des boucs émissaires. C'est Kabila, c'est ceci, c'est cela. Mais en réalité, quand la guerre a commencé, quand ils ne se sont pas entendus avec les gens du M23, Kabila était en Afrique du Sud en train de faire ses études. C'est ça justement, c'est-à-dire que nous ne croyons, moi personnellement, et beaucoup de nos compatriotes de l'Est, on ne peut pas croire très sincèrement que Kabila, qui a été président de la République pendant 18 ans, vienne à la tête. Nous sommes les premiers. Nous avons fait une déclaration le 7 mai. Une déclaration dans laquelle nous avons demandé à Kabila de venir en RDC. Je me rappelle. Oui. Nous avons demandé à Kabila de venir en RDC, qu'il vienne aussi mettre son expérience à la recherche de la paix. RDC, oui, mais pas à Goma quand même. Mais Goma, c'est la RDC. Goma, c'est la RDC. Kabila est sécurisé aujourd'hui par les troupes rwandaises. Attendez. C'est ce que les gens disent. Ils disent Comment ça. un ancien président de la République peut rentrer dans ce pays, mais via Goma? Monsieur Loara, Goma, c'est la RDC, oui ou non? Sous contrôle, sous occupation. Non, mais Goma, c'est la RDC, oui ou non? Si, moi, j'ai entendu M. Fayoulou s'en prendre à Kabila et dire que non, Kabila doit quitter Goma. J'ai rigolé. Mais attendez, quand il dit que Kabila doit quitter Goma, et le reste de la population de Goma doit faire quoi? Les autres, les Gomatraciens, ça est près d'1 million de gens. Ils doivent rester, ils doivent quitter. Qu'est-ce qu'on fait? On prend alors ces moments-là, on prend les Goma, on donne aux Rwandais, bon, voilà. Je trouve que c'est absolument scandaleux ce que M. Fayoulou a dit. On ne peut pas demander à Kabila, qui est un citoyen congolais, de ne pas être à Goma. De ne pas y aller au défait. Nous avons demandé dans notre déclaration et nous sommes très ravis, d'avoir vu que nous avons été entendus par M. Kabila, qu'il soit rentré à Goma et qu'il apporte son soutien à tout ce qui peut être dans le sens de la paix. C'est ça que nous voulons. En fait, c'est ça que nous voulons. Ces histoires-là de Fayoulou, c'est n'importe quoi. Attendez, vous demandez à Kabila de quitter Goma. Moi, je voulais... Je ne sais pas d'ailleurs, j'ai vu que M. Fayoulou a demandé de rencontrer Tshisekedi, ils se sont vus. Non, ils se sont vus. Oui, ils se sont vus. Moi, la question que je me posais, c'est une mission de médiation ou quoi que Fayoulou va faire auprès de Tshisekedi? Parce que si c'est une mission de médiation, de recherche de paix, il doit faire comme les pasteurs ont fait et les évêques. Ils ont d'abord vu Tshisekedi, puis ils sont allés à Goma. Est-ce qu'on peut dire que dans les jours qui viennent, M. Fayoulou sera à Goma pour parler avec ceux qui sont là-bas? Parce que la RDC, il y a un fait, nous sommes en guerre. Et il faut absolument trouver une solution à ça. Est-ce que le discours de Fayoulou tel qu'on l'a entendu là, c'est un discours qui apporte de l'apaisement ou qui apporte de la poudre au feu? Lorsqu'il demande à Kabila de quitter Goma, Kabila doit aller où, selon lui?
Non, mais parce que la présence de Kabila à Goma donne un peu de crédit à ces mouvements supplétifs du Rwanda, soutenus d'une certaine manière par le Rwanda. Ça, c'est ce que vous ne voulez pas dire. Non, Kabila est citoyen congolais. Il peut aller où il veut. Je pense que c'est ça la constitution congolaise. Je crois l'article 30, si je me trompe. Non, mais Kabila est aujourd'hui sécurisé par les Rwandais à Goma. Ça, vous ne condamnez pas, vous qui parlez de l'article 64. Le Rwanda est chez nous, pillant, volant chez nous. Comment un ancien président peut-il se retrouver dans un endroit sous occupation d'un pays étranger? Par contre, il s'agit quand même d'une agression, non, monsieur Aouar? Attendez, monsieur Loire, je vais vous dire quelque chose. C'est pas ça, Goma est une agression, oui ou non? Agression. Mais le Rwanda... Voilà, attendez. Non, attendez. Quand nous, les Congolais, nous disons, nous sommes agressés par les Rwandais. Vous savez, est-ce que vous suivez les officiels rwandais? Les officiels rwandais, ils disent, ce qu'ils ont mis en place, ce sont des mesures de protection. Parce que notre président les a menacés à plusieurs reprises. Ça, peut-être, vous ne le savez pas. Vous le savez, vous ne devez pas le dire. Notre président a dit, à partir de Goma, Awa, Tokokiku, Kigali, je pense. Après, il a dit encore à vos confrères, je crois, de Top Congo, lisez sur mes lèvres, donc dès que je vais absolument attaquer les Rwandais. Il a même dit aux Rwandais qu'il va leur débarrasser des Kagame. Voilà, des choses comme ça. Et les Rwandais, ils ont entendu tout ça. Hein. Et il ne faut pas non plus oublier l'histoire du Rwanda. Est-ce que vous imaginez une seule seconde l'idée que Tshisekedi vienne avec les Hutus pour venir les installer au pouvoir à Kigali? Est-ce que vous imaginez ce que ça représente dans l'imaginaire de ces gens-là, là-bas? Alors, ils ont mis en place ce qu'ils appellent, eux, les mesures de protection. Violant les droits internationaux, amenant à une agression qui coûte des vies, qui fait couler beaucoup de sang chez nous. C'est-à-dire on n'est même pas d'accord sur le terme agression. Les protocoles qui ont été signés à Washington entre les Rwandais et les Congo, le terme agression n'est pas dedans. Pourquoi est-ce que le Congo n'a pas fait figurer les mots agression dans les protocoles qui sont en train de signer là-bas aux États-Unis? C'est ça, parce que là, on parle d'agression, mais quand le Congo se retrouve dans une situation où il peut faire valoir le terme agression, en diplomatie, vous êtes un grand journaliste, vous le savez, chaque mot a son importance. Pourquoi est-ce que le Congo ne s'impose pas pour mettre le mot agression dans les protocoles qu'il est en train de signer avec les Rwandais aux États-Unis? De ce protocole-là, d'ailleurs, ça va peut-être nous amener enfin à parler des mesures pour parler de la paix, de comment vous dessinez la paix. Vous avez certainement suivi ça. Ça fait couler beaucoup d'encre et des salives. Cet échange ressources naturelles du Congo contre la protection des États-Unis et la paix dans l'Est de la République, vous comprenez? Est-ce que vous pensez que c'est aussi une manière de ramener la paix? Ce sont des foutaises et tout ça, mais Michel Loire. Vous croyez à ça, vous? Que non, le Congo donne des minerais aux États-Unis et les États-Unis nous protègent contre les Rwandais? Vous croyez à ça, vraiment? Nous avons demandé, dans notre déclaration, au point, je crois, notre dernier point dans la déclaration, nous avons demandé au gouvernement américain d'attendre. Allez-y. On peut faire un deal entre la RDC et les Congo, mais nous souhaitons que ce deal-là attende, qu'il y ait d'abord un gouvernement responsable. Parce que les Américains eux-mêmes, ils voient que chaque jour, il y a des détournements. J'ai même entendu déjà qu'il y a 5 ou 6 parlementaires américains qui ont écrit à M. Boulos pour lui dire non, on n'a pas bien, on ne voit pas très bien ce qui se passe là-bas, il faut un peu plus de clarté. Et donc, nous ne pensons pas que ce soit le bon moment. Vous n'êtes pas contre les deals, mais vous pensez que Tshisekedi n'est pas crédible? Non, c'est ça justement. Il faut absolument qu'il y ait un gouvernement responsable qui peut signer un deal. Et on ne va pas signer un deal que les Américains nous protègent contre les Rwandais. C'est ridicule tout ça. Attendez, nous sommes 100 fois plus nombreux que les Rwandais. 100 fois plus nombreux. Là où les Rwandais peuvent aligner un combattant, nous pouvons aligner 10 en termes militaires. Voilà, nous sommes 1000 fois plus riches que les Rwandais. Donc nous avons plus de ressources. Mais comment est-ce que nous n'arrivons pas à battre les Rwandais? Il y a un problème de notre côté à nous. Ce n'est pas du côté du Rwanda, c'est notre côté. Et ce problème-là est incarné par les pouvoirs, tout simplement. C'est le Tshisekedi. Je vous dis ici, nous sommes 10 fois plus que les Rwandais en termes de nombre. Nous. Et nous sommes 1000 fois, peut-être 2000 fois plus riches que les Rwandais. Mais les Rwandais, chaque jour, vous entendez, vous passez ici les Rwandais, vous passez là-bas les Rwandais. Nous sommes même ridicules devant d'autres peuples. Parce que les gens, ils regardent sur la carte. Hein? Les gens peuvent regarder sur la carte. Et même quand vous avez 12 millions de Rwandais, et dans les 12 millions de Rwandais, il y a encore peut-être, je crois, 15% seulement des Tutsis. 85 sont des Hutus. Et donc, voilà, c'est ridicule, tout simplement. Et cette histoire-là de minerais contre la sécurité, ça n'a aucun sens. Il faut absolument
débarrasser la RDC, je pense, de la gouvernance actuelle. Je ne suis peut-être pas autorisé à le dire, mais je pense que c'est ce qu'il faut faire. Vous pensez qu'aujourd'hui, le problème, c'est Tshisekedi? Pour envisager les solutions, la première chose, il faut débarrasser. Oui, je pense que c'est ça. Mais débarrasser Tshisekedi par quel moyen? Il a organisé les élections que vous réfutez, mais il est président de la République. Faut-il attendre 2028? Faut-il pas les laisser terminer tranquillement son mandat jusqu'en 2028? Très honnêtement, en tant que Congolais, je ne vois pas à ce rythme-là des scandales chaque jour. Hein, comment va être le pays en 2028? Chaque jour, là où nous sommes en train de parler, il y a des scandales qui ne sont pas encore révélés là, qui vont sortir demain ou après-demain. Donc, tous les jours, il y a des scandales qui viennent. On ne peut pas laisser ça comme ça. Je ne sais pas comment il faut faire. C'est la question que je pose. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que, bon... Il faut faire la guerre. Il faut continuer à faire la guerre. Il y a ceux qui font la guerre. Il faut parler. Il faut se parler. L'Église, quand je parle de l'Église catholique et l'Église protestante, a proposé un dialogue ou quelque chose comme ça. Je pense que le seul à refuser ce dialogue, c'est M. Tshisekedi. Le dialogue de l'Église congolaise. Oui, voilà. Et elle a proposé un mécanisme. J'ai entendu même que, je ne sais pas si c'était sur votre télévision, parce que je regarde ça souvent, où même l'abbé Scholl s'est vu confisquer son passeport, des intimidations, des choses comme ça. Ce n'est pas dans ce sens-là qu'on doit aller. Parce que ça, très honnêtement, de notre point de vue, la situation actuelle profite à Tshisekedi. La situation de guerre comme ça, c'est bien pour lui. Parce que comme ça, il peut continuer à mettre l'argent dans la poche, il n'a plus de compte à rendre. Dès que vous dites quelque chose, vous êtes M23, vous êtes Rwandais. Mais ça ne va pas comme ça. Un pays ne peut pas se relever comme ça. À un moment donné, les gens doivent se mettre autour de la table. Et de toute façon, il n'y a pas de solution militaire. Plusieurs fois, on lui a dit, il faut parler. Il ne voulait pas. Et après, ils vont faire des murmures, je ne sais pas, en Angola, après à Doha. Mais tout ça n'aboutit à rien. Les pasteurs ont proposé un schéma. Il faut s'inscrire dans ce schéma-là. Il faut que le pays soit apaisé, M. Loire. Il faut apaiser le pays d'abord. Et cet apaisement, c'est lui, le président Tshisekedi, qui a la responsabilité première en tant que chef. C'est lui qui doit définir les caps, non? Nous voyons ce qui se passe à Goma. Le président Kabila fait des consultations. Nous ne savons pas où est-ce que tout ça va nous amener, mais nous voulons qu'il y ait la paix qui revienne. On ne peut pas accepter. Je vais vous donner un exemple. Entre Bukavu et Uvira, c'est à peu près 115 km, 152 km, je ne sais pas. Mais pour aller de Bukavu à Uvira, aujourd'hui, vous devez passer par le Rwanda, par la Tanzanie, et après vous venez à Uvira. Attendez, c'est sérieux tout ça? C'est sérieux ça? Vous êtes à Uvira, vous voulez venir à Bukavu, vous allez d'abord en Tanzanie, après vous entrez au Rwanda, et après vous entrez en RDC. On ne peut pas continuer comme ça. Il y a peut-être nos compatriotes qui sont à Moanda, qui sont à Matadi, qui ne savent pas ça. Mais c'est ça la réalité aujourd'hui. Il y a des gens qui ne vont pas à l'école. Les enfants qui ne vont pas à l'école, on ne sait pas comment vont être organisés les examens d'État, nous sommes au mois de juin. On ne peut pas faire ça. Vous voyez, c'est pour ça que nous avons demandé au président Kabila de venir et d'essayer de faire tout ce qu'il peut aussi pour aider à ce que la paix revienne. Parce que c'est très important ça. On ne veut pas revenir. Nous sommes revenus là en 2001. C'était ça la situation de la RDC. Vous aviez les RCD de M. Rouberois qui occupaient cette partie, vous avez Nyamouis qui était dans le nord, vous avez Jean-Pierre Bemba qui était de l'autre côté, vous avez Kabila qui était... Et les pays étaient comme ça dirigés par des seigneurs de guerre et tout ça. Et nous avons pensé qu'avec ce que Kabila a fait, les Sud-Africains et tout ça, les pays étaient réunifiés et qu'on devait aller maintenant de l'avant. Mais là, nous sommes où là? Vous suivez comme moi l'actualité. Tous les pays du monde augmentent leur budget militaire maintenant. À commencer par les États-Unis, la Russie, la Chine, tout le monde augmente le budget militaire. Mais nous sommes où? Nous sommes absents de ces rendez-vous-là. Demain, si les Lesotho qui nous attaquent, nous allons encore plaider agression, agression. Les soldats d'ici devant nous attaquer, on va encore crier agression, agression, parce que nous ne nous préparons pas. Mais pour nous préparer, nous devons être unis. L'unité, c'est lui qui est le symbole de l'unité. Commencez à dire aux uns, n'allez pas à Goma. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les 1 million de gens qui sont à Goma? On leur demande de quitter Goma aussi. Ça n'a aucun sens. Donc le premier responsable de cette situation, c'est M. Tshisekedi. Oui. Là, Machari qui est clair. Les responsables de nos malheurs, de nos problèmes, aujourd'hui, c'est Tshisekedi, Félix. Mais moi, je vois quand je vois les gens de Tshisekedi dire que bon, c'est Kabila, je dis, mais attendez, comment on peut inverser les choses comme ça? C'est le Rwanda, c'est Kabila, c'est le Rwanda qui nous attaque, c'est... Mais moi, je ne sais pas si vous avez remarqué une chose, monsieur Loire. Le président Kabila a parlé le 23 mai, je pense. Après, il a joué sa parole, il a l'acte à la parole, il est revenu en RDC.
il a commencé à consulter. Je n'ai pas entendu, moi, peut-être que ça m'a échappé, je n'ai pas vu une seule condamnation d'une puissance occidentale ou une puissance africaine. Je n'ai pas entendu un seul pays puissant. Condamner le fait que Kabila soit à Goma. Oui, Non, non, je n'ai pas encore entendu ça. Mais pourquoi est-ce que nous condamnons ça? Les puissances africaines, l'Afrique du Sud, on va dire le Nigeria, l'Égypte, tous ces pays-là, ils n'ont pas condamné l'Éthiopie, mais c'est nous. Voilà. Nous devons absolument nous retrouver. Nous sommes allés trop loin dans la bêtise. Il faut absolument se rassembler. Et le président Tshisekedi a une très grande responsabilité en tant que président de la République. Il doit rassembler les pays. Non, mais vous dites de lui qu'il doit partir parce que c'est lui qui est à la base. Et vous attendez de lui encore attendez. Tantôt c'est lui les problèmes. Si lui n'arrive pas... Il doit partir. Monsieur Loara, s'il n'est pas d'accord, s'il n'est pas capable de rassembler les pays, qu'il parte. C'est simple, il peut démissionner, il peut laisser le pays dans les mains de monsieur, le président du Sénat, de son Sénat. Hein. Il peut démissionner, il peut se dire, écoutez, je suis dans l'incapacité d'exercer mes fonctions de président de la République pour rassembler notre pays, et je laisse les trucs, et peut-être que ça peut décanter la situation. Je rappelle, hein, c'est peut-être que certaines personnes ne vont pas aimer ça, mais je rappelle qu'en 2001, notre pays était un peu dans la même situation. Et l'effacement de Laurent Désiré Kabila avait permis de décanter la situation, d'une certaine manière. Donc, je ne dis pas qu'il faut nécessairement arriver à ça, mais je ne vois pas comment est-ce qu'on va faire. Il faut effacer Tshisekedi. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Mais je dis que non, il y a aussi une certaine forme de noblesse assez facile. Kabila ne serait pas mort en 2001, on n'aurait pas raboté le pays, donc... Moi, quand je regarde la situation telle qu'elle était en 2001... Vous appelez à l'assassinat de M. Tshisekedi? Non, je ne dis pas à l'assassinat de M. Tshisekedi. Vous dites un peu en... Il peut s'effacer. Moi, je viens de donner une proposition ici. Il peut démissionner, par exemple. Il peut démissionner, laisser les pouvoirs. Il ne le fera pas, non? Il ne le fera pas. Et à ce moment-là, il condamne les pays. Il condamne les pays à la situation actuelle parce que je ne vois pas, avec la détermination des gens qui sont là-bas à l'Est, je ne vois pas comment est-ce qu'on va s'en sortir. Non, mais ceux-là aussi n'avancent pas. Hein. Tu sais qu'il dit que son armée fait des efforts maintenant, depuis qu'ils sont cantonnés à Goma et à Bukavu. Mais non, ils vont aller à Ouvira, ils ne partent toujours pas. Ils ont promis d'être à Kalemi, ils sont toujours là-bas. On attend, on verra. Hein. Bon, moi, je ne suis pas les porte-parole. Je ne suis même pas dans ce qu'ils font. Moi, ce que je constate, c'est que nous, à l'Est, nous avons besoin, en tout cas, la RDC a besoin de paix. Ça, c'est un principe. Tout le monde a besoin de paix. Et que cette paix-là ne pourra pas venir sans qu'on se parle. Quand j'entends M. Fayoul, comme on vient de le dire là, je tourne, mais attendez, comment est-ce qu'on va trouver la paix comme ça? D'un côté, vous vilipendez les autres, et de l'autre, vous dites, bon, il faut venir avec les CC, ce que l'Église dit. Mais l'Église dit qu'il faut se retrouver autour de la table et de parler. Il faut parler. Ici. Donc pour vous, comme Machariki, la recette pour aider le pays dans la situation de confusion dans laquelle nous sommes, c'est le dialogue. Il n'y a pas d'autre solution. Soutenez les CC et... Tout à fait, il n'y a pas d'autre... Mais est-ce que vous avez une autre solution, M. Perrault? Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Je pense que s'il y en avait, on l'aurait déjà appliqué. Mais il n'y a pas d'autre solution. Donc, voilà, on tend petit à petit vers la fin de cette émission. Je rappelle que notre invité du jour, c'est donc M. Abraham Tchabou, qui est responsable de la structure dynamique Machariki Plus. C'est une structure qui travaille pour la paix dans l'Est de la République, mais aussi un peu partout. On va bientôt chuter dans le cadre de cette émission. Les Congolais de l'Est de la République que vous regardez, moi je reçois énormément d'appels, on est suivi à Bukavu, à Goma, partout dans l'Est de la République. Vous leur direz quoi en ce moment où ils vivent des situations compliquées, déconnectés des banques, ça tire un peu partout, et il y a les sangs qui coulent. Vous direz quoi à nos compatriotes qui sont dans l'Est de la République en ce moment? Pour être honnête, je n'ai pas grand-chose à leur dire parce que je suis tout à fait perturbé. Je souffre. Ma mère est à Bukavu, au moment où nous parlons ici. Ma mère est à Bukavu. Tout le monde souffre. Il faut absolument trouver une solution à ça. C'est ça. C'est pour ça que d'ailleurs, nous avons crié au discours du président Kabila quand il a dit l'échec d'un régime peut compromettre, mais ne peut pas sceller les sorts de tout un peuple. Il a dit ça et nous nous sommes dit peut-être qu'il a des recettes ou je ne sais pas. Il a échafaudé un plan à 12 plans, je crois. Voilà, tout à fait. Et donc, nous, ce que nous voulons, c'est que la paix revienne. Et c'est ce que les gens demandent. Les gens demandent quoi? La paix. Je pense que je vis encore sur
votre chaîne, les populations à Goma, je crois, qui demandaient la paix, qui demandaient je ne sais pas quoi. Tout le monde veut la paix. Donc vous n'avez rien à dire, vous êtes dépassé par l'événement. Vous souffrez autant qu'avec ces peuples-là. Donc vous êtes avec eux, vous souffrez de les voir aujourd'hui martyrisés comme ça. C'est ça. Et nous voulons que les politiques, parce que nous sommes une association, nous voulons que les politiques se ressaisissent. Parce qu'on ne peut pas laisser les pays comme ça. On ne peut pas laisser les pays comme ça. Attendez, nous sommes dans cette situation aujourd'hui, M. Perrault. Dans 20 ans, est-ce que vous avez fait une projection sur 20 ans? Où est-ce que la RDC va être dans 20 ans? Si on imagine ce qui va arriver, on peut imaginer les réfugiés climatiques qui viendraient du Niger ou je ne sais quoi, les Sahara qui va continuer à progresser, le Kalahari qui va continuer à monter et que la RDC va être prise en étau. Il y aura d'autres populations qui vont venir de très loin pour essayer de venir nous occuper des terres. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nous sommes préparés à toutes ces choses-là? C'est ça l'enjeu. Là, on parle du Rwanda, mais demain, ça va être les Nigériens, ça va être peut-être les Soudanais, ça va être peut-être d'autres. Parce que il y a tous les réfugiés climatiques qui viendront se déverser sur nos terres. Nous devons absolument penser à tout cela. Mais si nous ne nous préparons pas aujourd'hui, on fait quoi? Et ceux qui vous regardent dans l'Ouest, ils ont un regard un peu... Voilà. Ça va comme la banque. Alingueti a même dit cette guerre-là, c'est à 2000 km de... Ça choque hein, d'entendre ça pour vous. Vous direz quoi à vos compatriotes qui sont à Kinshasa, plutôt à Goma, à Mbujimaï? Celui qui est à Mbujimaï doit savoir ceci. Tant que ça ne marche pas à Goma, lui, il est affecté aussi. Celui qui est à Boma, à Mwanda, il doit savoir que tant que ça ne marche pas à Goma, ça ne marche pas à Bukavu, lui-même, il est affecté. Parce que bon, disons que vous avez dit que l'armée de M. Tshisekedi est en train de prendre du tonus. Mais tout ce qu'on pouvait, par exemple, investir dans les sociales à Goma, à Matadi, à Bujimaï, à Kananga, doit être mis dans l'armée, en quelque sorte. Et donc, du coup, la personne qui est là-bas est d'une certaine manière ou d'une autre affectée. Parce que le Congo, c'est un corps. Si un doigt a un problème, c'est tout le corps qui est paralysé. C'est pour ça que nous avons dit d'ailleurs Macharik plus. Parce que nous savons que si ça ne marche pas à l'Est, l'Ouest est affecté. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui, en fait. Et c'est pour ça que nous voulons que l'Est, la RDC, devienne le moteur de la reconstruction et du développement de notre pays. C'est ça, je vous ai dit ici que 65% des ressources qu'il faut tourner la RDC viennent de l'Est. Si maintenant il y a tout le temps des problèmes à l'Est, c'est tout le reste du pays qui est touché. Et donc ça, c'est absolument nécessaire que la paix revienne dans notre pays et que l'Est retrouve une certaine sérénité pour que les pays aient de l'espoir. Parce que c'est important ça. Les gens ont besoin d'espoir. Ce qu'on voit maintenant, les déclarations des uns et des autres, ils sont en train de diffuser la peur. Mais nous voulons qu'il y ait de l'espoir. Il faut que les jeunes se disent, bon, la vie n'est pas seulement à Bruxelles, à Londres, la vie peut aussi être ici à RDC. Redonnons de l'espoir à notre Tout à fait. peuple. Je vais vous dire juste un dernier mot. Vous savez que le président du Burundi dit aux Burundais, vous allez chercher l'Afrique du Sud. Mais notre Afrique du Sud, nous, c'est à côté ici, c'est la RDC. Hein. Allez chercher la vie à RDC. Et les gens partent du Burundi si vous allez à Ouvira, vous allez à Bukavu, les cafés, tout ça. Ce sont les Burundais qui viennent chercher du boulot chez nous. Si nous nous organisons un peu mieux, nous pouvons encore avoir plus de niveaux de vie qui augmentent et tout le monde va avoir de l'espoir. C'est ça que nous demandons. Et il faut absolument que l'espoir revienne dans le pays. Abraham Chabou, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. J'espère que c'est une première, mais ce n'est pas une dernière.